Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Noémie Millon, et ma collègue. Et moi, c'est Marie, du coup, et avec Noémie, on va vous parler des rythmes circadiens, de leur synchronisation et de qu'est-ce qui se passe lorsque ces rythmes sont perturbés. Ok, donc je vais d'abord présenter mon parcours. Donc, moi aussi, je suis issue finalement d'une licence de psychologie. Donc, j'ai fait mes 2 premières années à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Puis, j'ai décidé de venir à l'université de Strasbourg parce que l'enseignement était plus poussé en biologie. Finalement, ensuite, j'ai hésité à intégrer justement le master de neuropsychologie. Mais j'avais toujours eu cette envie de faire de la recherche et peut-être même plus me rapprocher du fondamental. Donc, j'ai pris la décision de candidater au master de neurosciences avec le parcours du coup neurosciences cognitives. Et je tiens à préciser pour tous ceux qui font psycho, qui sont intéressés, qu'il n'y a pas que à Strasbourg que cette passerelle existe. Il y a notamment à Bordeaux, à Aix, mais aussi à Caen et Rouen, où il est possible d'accéder à ces masters en ayant fait une licence de psychologie. Donc, j'ai ensuite fait mon stage de Master 2 donc ici, à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives. Donc, j'ai été encadrée par le docteur André Mendoza. Et j'ai continué en thèse sur le même sujet, finalement. Et mon sujet porte donc sur les mécanismes moléculaires et neuronaux pour la génération et la synchronisation de l'horloge circadienne dans la BUA, dont je parlerai un petit peu plus tard. Alors moi, du coup, j'ai fait ma licence de biologie à l'université de Rennes 1, donc une licence de bio tout à fait générale avec des cours de biocell, de génétique, de microbio et aussi de physiologie animale. Et j'ai continué donc dans ma lancée avec un master de biologie moléculaire et cellulaire, là encore à l'université de Rennes 1. Et ce qui est bien ici dans ce parcours, c'est qu'en plus de devoir faire un stage en Master 2, on a aussi un stage obligatoire en M1. Et donc, j'ai pu en M1 étudier pendant quelques semaines les effets d'une exposition prénatale à un pesticide sur la neuroplasticité chez la souris. Ensuite, en Master 2, donc un stage un petit peu plus long de 5 mois, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger pour faire ce stage. Donc, je ne suis pas allée si loin que ça, mais à l'étranger quand même. Je suis partie en Belgique pour étudier les effets des perturbateurs endocriniens sur le contrôle hypothalamique de la reproduction chez le rat femelle. Et c'est un sujet qui m'a tellement plu qu'ensuite, je me suis dirigée vers l'équipe du docteur Valérie Simoneau, donc ici à Strasbourg, qui n'étudie pas les perturbateurs endocriniens, mais une autre perturbation, donc la perturbation du rythme circadien, là encore, sur le contrôle hypothalamique de la fertilité, donc à la fois là chez la souris et chez la femme. Et alors, je mets en avant ces stages parce que donc, non seulement on apprend des techniques scientifiques, bien sûr, mais on se crée aussi un réseau de personnes. Et c'est grâce à ça, finalement, que j'ai pu réaliser ces différents stages et trouver ce labo ici. C'est mon encadrant, en fait, de M1 qui m'a informé du laboratoire en Belgique, parce que lui avait fait sa thèse là-bas. Et c'est les personnes en Belgique qui m'ont parlé de l'équipe ici à Strasbourg, sans quoi je serais probablement passée à côté. Et pour la petite anecdote aussi, après ma licence de bio, j'ai postulé au master de neurosciences ici à Strasbourg, mais je n'ai pas été prise. Donc, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas forcément à faire ce que vous voulez à un moment donné qu'au final, vous ne retombez pas sur vos pas et vos envies premières. Alors, donc, Noémie et moi, on est doctorantes en première année à l'INSI, donc l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives. On vous l'a déjà présenté, mais c'est une unité du coup CNRS rattachée à l'Université de Strasbourg qui étudie 3 grands domaines, donc la douleur, les réseaux neuronaux, mais aussi les rythmes biologiques. Et alors, donc, c'est vrai qu'on étudie tous les deux, en fait, les rythmes circadiens, mais c'est un domaine qui est très vaste, et du coup, en fait, il y a plusieurs équipes, et on ne fait pas partie de la même équipe. Donc, moi, l'équipe dans laquelle je suis, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est lumière, vision et cerveau. Et moi, dans mon équipe, du coup, on étudie les rythmes neuroendocriniens de la reproduction. Donc, une partie de l'équipe s'intéresse plutôt au rythme saisonnier de la reproduction et une autre partie, dont je fais un petit peu plus partie, qui étudie les rythmes circadiens de ce mécanisme. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier les rythmes biologiques ? On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais donc les organismes sont soumis à des variations environnementales journalières. Et ces organismes ont mis en place donc des rythmes endogènes, qu'on appelle aussi horloges circadiennes et qui ont un cycle d'environ 24 heures. Et ces rythmes endogènes, ces horloges, on va les retrouver dans la plupart des organes des organismes. Donc, bien évidemment, au niveau du cerveau, où on a donc l'horloge principale localisée au niveau des noyaux suprachiasmatiques.
mais on a aussi des horloges dans une autre région cérébrale qu'on appelle la vénula, dont Noémie va vous parler tout à l'heure. On retrouve également ces horloges dans les organes périphériques, tels que le foie, le pancréas ou encore les ovaires et l'utérus. Et ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces horloges, finalement, sont synchronisées par des stimuli externes qu'on appelle des synchroniseurs. Et le principal synchroniseur, ça va être la lumière, mais il y a aussi l'impact des heures d'activité physique et de prise alimentaire. Et l'ensemble de ces synchronisations permettent finalement à l'organisme de s'adapter et d'anticiper ces fameuses variations journalières environnementales. Alors, qu'est-ce qui se passe dans des cas de désynchronisation? Donc, déjà, on parle de désynchronisation quand nos horloges internes ne vont plus suivre en fait, le rythme imposé par les synchroniseurs. On va prendre un exemple, les travailleurs de nuit. Donc, ça va être des personnes qui vont plutôt être actives durant la phase d'obscurité, qui vont dormir plutôt durant la phase lumineuse. Le problème, c'est que du coup, ces horloges internes, elles vont plus être en phase avec du coup ces synchroniseurs, notamment le cycle lumière-obscurité. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une désynchronisation interne. Donc, toutes les horloges vont être dites en libre cours et ne vont plus fonctionner en fait ensemble. Donc ça va avoir des conséquences au niveau cérébral. On va avoir du coup des perturbations au niveau du noyau suprachiasmatique qui va induire finalement des troubles au niveau du cycle veille-sommeil, mais aussi au niveau périphérique. Par exemple, dans le pancréas, on va se retrouver avec une libération, une sécrétion d'insuline qui ne va pas arriver au bon moment. Et on va avoir des problèmes aussi au niveau des horloges des ovaires et de l'utérus qui peuvent perturber finalement le cycle menstruel. Et ça, c'est quelque chose dont va vous parler en fait Marine plus tard. Et du coup, tout cela va conduire à des risques plus forts d'être atteint de pathologies telles que la dépression, le diabète ou encore les troubles de la fertilité. Alors, je vais vous faire une petite intro là. On a vu un petit peu pourquoi c'était important d'étudier les rythmes. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est finalement une horloge au niveau biologique? Donc là, si je prends l'exemple du noyau suprachiasmatique, qui est l'horloge principale du coup des mammifères, donc vous pouvez voir ici en coupe coronale d'un cerveau de rongeur. Donc là, c'est une représentation schématique et on voit que chaque cellule finalement du noyau suprachiasmatique contient une horloge. Donc, qu'est-ce que c'est une horloge? C'est une boucle autorégulée d'expression circadienne, donc d'expression autour de 24 heures, de gènes et de protéines qui, encore une fois, on va appeler horloge. Donc, par exemple, le complexe clock-B mâle va induire la transcription de pair-écraille et pair-écraille, par une action répressive sur le complexe clock-B mâle, va pouvoir en fait inhiber sa propre transcription. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des gènes finalement qui vont être plutôt exprimés le jour, comme pair, et d'autres plutôt la nuit, comme B mâle. Alors, des chercheurs ont mis en évidence qu'effectivement, on avait des horloges dans d'autres structures, et notamment dans la vénula. Donc ici, vous pouvez voir la partie latérale et la partie médiane de la vénula. Et en plus de ça, on s'est rendu compte que lorsqu'on supprimait l'horloge du noyau suprachiasmatique, on avait toujours une rythmicité au niveau de cette horloge-là. Là, vous pouvez voir que le taux de décharge est plus probable dans cette structure durant le jour plutôt que la nuit. Alors, pourquoi c'est important d'étudier l'horloge dans la vénula? Donc, d'abord, on va se concentrer un petit peu sur les rôles de la vénula. Donc, je pense que hier, Victor Mathis a dû nous en parler un petit peu. Et en fait, elle a différents rôles. Notamment, elle va jouer un rôle dans la récompense, l'aversion, l'agression ou encore la mémoire. Et ce qu'on sait, par exemple, dans les cas de stimuli aversifs, on va avoir la vénula qui va être du coup activée et via le noyau rostromédian du tegmentum, va pouvoir inhiber les centres monoaminergiques. Ces centres monoaminergiques qui sont très importants parce qu'en fait, ils vont moduler la motivation et l'humeur. Ce qui va se passer, c'est que du coup, on va avoir une baisse de sérotonine et de dopamine, donc des monoamines. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc cette horloge dans la vénula, mais on a aussi une sécrétion rythmique de sérotonine et de dopamine. Dans des cas de dépression, ce qu'on va retrouver, c'est une hyperactivité de la vénula et du coup une inhibition encore plus accrue de la sérotonine et de la dopamine, avec pour conséquence des dérèglements au niveau de l'humeur. L'hypothèse dans l'équipe, en fait, ce serait que la vénula, peut-être cette hyperactivité, elle sera induite par un dysfonctionnement finalement de l'horloge qui serait continuellement active. Et du coup, cela induirait une inhibition tonique de la sérotonine et de la dopamine qui ne serait plus libérée de façon rythmique. Donc, une façon finalement de pallier à ce problème-là, ce serait la mise en place de synchroniseurs qui pourraient permettre de renforcer le rythme de la vénula et donc de retrouver une rythmicité dans la sécrétion des monoamines.
Donc, comment on peut étudier cela? Donc là, je vais vous présenter différents modèles sur lesquels je vais étudier cela. Donc, chez les animaux sains, déjà, il va falloir trouver quel est le meilleur synchroniseur de la bénula. Donc, pour ça, on teste avec différents horaires d'exercice physique, de créneaux lumineux, mais aussi d'alimentation. Et ensuite, après, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la bénula, de son horloge, et est-ce que ça a un impact. Une fois qu'on aura trouvé le meilleur synchroniseur pour la bénula, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver cette horloge au niveau de la bénula. Pourquoi? Pour aller vérifier si notre hypothèse est vraie. C'est-à-dire, est-ce que si on désactive l'horloge de la bénula, on a un phénotype de type dépressif et est-ce que le rythme des monoamines est bien perturbé? Et ensuite, dans un autre modèle dans lequel je suis en train de travailler justement, on mime une désynchronisation, donc comme chez les travailleurs de nuit. Donc on peut le faire soit de façon avec des modèles transgéniques ou alors avec des modèles de jet lag dont va parler Marine après. Et pareil, cette fois-ci, je vais regarder est-ce que ces animaux ont des comportements de type dépressif et quel est le rythme cette fois-ci dans la bénula. Dans tous ces modèles-là, le but ensuite, c'est bien évidemment de mettre en place ce synchroniseur, le meilleur synchroniseur qu'on aura trouvé, et de regarder si on a une amélioration au niveau comportemental, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de ces horloges. Alors, je vais vous présenter simplement les techniques qui nous permettent en fait de regarder un petit peu le rythme. Donc, je ne vais pas vous présenter tout ce qui est comportemental, tests comportementaux, tout ça. Donc, la première chose, on peut regarder au niveau comportemental le rythme d'activité des animaux. Donc, je travaille chez les souris et grâce en fait à des capteurs infrarouges qui vont être placés sur le dessus de la cage de l'animal. Et dès que l'animal va se déplacer, ça va compter un bit. On va avoir une représentation de ce type. Donc là, on a une condition avec synchroniseur. Donc là, on a le cycle lumière-obscurité. Je vous rappelle que la souris, c'est une espèce nocturne, donc il va s'activer plutôt la nuit. Et c'est ce qu'on voit ici. En fait, vous voyez, tous ces petits traits noirs correspondent à l'augmentation de l'activité de la souris. Et ce qu'on peut voir, c'est que dès que la lumière s'éteint, la souris va être active. Par contre, dès que la lumière va s'allumer, la souris va arrêter son activité. Ici, on est dans une condition sans synchroniseur. Donc là, en fait, nos horloges, elles vont être en libre cours et nos horloges, elles ne sont pas exactement sur 24 heures. Donc, ce qui va se passer, c'est que la souris, elle va décaler au fil des jours son début d'activité. Maintenant, pour aller plus loin et regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de nos horloges, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des souris qui sont transgéniques, paires de rythme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans la coupe que je vous ai présentée tout à l'heure, on a un gène horloge qui est pair. Et en fait, pair 2, du coup, va être fusionné à la luciférase. Donc, quand on va récupérer nos échantillons de noyaux supracasmatique, par exemple, et d'abénula, on va ajouter de la luciférine dans le milieu de culture. Ce qui va se passer, c'est quand pair 2 va être exprimé, la luciférase aussi, la luciférine va interagir avec la luciférase, tout en émettant de la lumière, qui va être le reflet de l'expression de pair 2. Et ce qu'on va obtenir à la fin, c'est ce type d'oscillation, que vous pouvez voir ici, avec l'expression de coût de pair 2, et on va pouvoir analyser les différentes caractéristiques d'un rythme, notamment le moment de l'acrophase, donc le moment où on va avoir ce pic d'expression de pair 2, la période qui correspond à un cycle entier avant que pair 2 reprenne une activité, on va dire, et l'amplitude qui va nous donner des indications sur la robustesse finalement du rythme. Donc voilà un petit peu pour les techniques que je voulais vous présenter, mais sachez en tout cas qu'il y a d'autres techniques qu'on va faire, et notamment, moi je fais du comportement pour tester justement l'état anxio-dépressif des animaux. Je fais aussi du moléculaire, donc en fait c'est très intégratif et c'est ce que j'aime finalement dans ma thèse, donc c'est ça que je voulais un petit peu souligner. Et maintenant je vais laisser la place du coup à Marlène qui va vous présenter son projet. Alors moi du coup je vais vous parler de l'importance du rythme circadien dans le contrôle de la reproduction par le cerveau, et avant ça on va faire un petit rappel du coup sur le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien et du cycle menstruel chez la femme ou du cycle œstral chez les rongeurs. Normalement, vous êtes censé avoir vu ça du coup au lycée, mais ça remonte peut-être à loin pour certains. Donc, au niveau du cerveau, dans une région qu'on appelle l'hypothalamus, on a des neurones, les neurones AGNRH. Donc, ces neurones contrôlent la libération des hormones LH et FSH par l'hypophyse, qui vont agir sur les ovaires pour réguler justement le cycle menstruel. Donc la phase qui nous intéresse particulièrement au cours de ce cycle, c'est la phase d'ovulation. Alors on parle de l'ovulation chez la femme et ça correspond en fait à la phase de proœstrus chez le rongeur, qui correspond finalement à l'expulsion de l'ovocyte mature par l'ovaire. Et vous voyez ici
que cette ovulation, finalement, elle dépend d'un pic préovulatoire de LH qui correspond à une augmentation du coup importante et rapide de la concentration de LH dans le sang. Alors, le pic, c'est super important qu'il ait lieu au moment opportun. Premièrement, il faut d'abord que l'ovocyte soit mature. Et donc, pour ça, les ovaires, du coup, le stradiol, vont pouvoir informer le cerveau que l'ovocyte est mature. Donc, le stradiol va pouvoir agir sur une population de neurones qu'on appelle les neurones acquis-peptines, qui participent à la régulation de l'activité de ces fameux neurones AGNRH. Donc ça, c'est le premier signal, le signal hormonal qui permet que le pic ait lieu au moment opportun. Et on a aussi un signal circadien pour que ce pic ait lieu au moment de la transition entre la phase de repos et la phase d'activité. Et ça, c'est possible parce qu'on a des neurones, du coup, dans le noyau suprachiasmatique, l'horloge principale de l'organisme, qui communiquent directement avec donc, les neurones impliqués dans la régulation de l'activité des neurones AGNRH, que sont donc les neurones acquis-peptines qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi une autre population de neurones qu'on appelle les neurones ARFRP. Donc ça, c'est ce qui se passe quand tout va bien, finalement. Cependant, dans notre société actuelle, de plus en plus de femmes sont amenées à travailler de nuit ou à travailler en horaire décalé. Et ça a des conséquences négatives sur tout un tas de fonctions biologiques et aussi sur la reproduction, où ces femmes vont avoir des troubles de la fertilité, des cycles menstruels irréguliers et peuvent aussi avoir des risques de fausses couches plus élevés. Et donc, pour voir un petit peu ce qui se passait, donc dans l'équipe, ils ont essayé de modéliser un travail en horaire décalé, mais chez la souris cette fois-ci. Donc, normalement, en animalerie, les animaux sont exposés à des cycles de 12 heures de lumière et de 12 heures d'obscurité. Et donc, nous, pour modéliser du coup ce travail en horaire décalé, on a réalisé donc, des avances de phase. Ça veut dire qu'on a allumé la lumière 10 heures avant l'heure normale, ça pendant 3 jours, et ensuite on a reculé cet allumage de la lumière de 10 heures pendant 4 jours, et le tout sur plusieurs semaines. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que lorsque l'on applique ce traitement pendant seulement 3 semaines, chez les animaux, on observe une altération, vous voyez, du pic de LH qui ne se fait plus, ou en tout cas qui ne se fait plus au bon endroit. Et ce qui est le plus important ici, c'est que cette altération du pic a des conséquences sur la fertilité des souris parce qu'elles sont moins nombreuses du coup à être gestantes. Et donc moi, ce qui m'intéresse au cours de ma thèse, c'est de comprendre les mécanismes, donc au niveau du cerveau et au niveau des ovaires, qui expliquent du coup cette altération du pic préovulatoire de LH et cette altération de la fertilité en cas de jet lag finalement chronique. Et donc, pour ça, la première question qu'on s'est posée, on s'est dit, tiens, ce sont les neurones acquis-peptines et les neurones ARFRP qui font le lien un petit peu entre les noyaux suprachiasmatiques et les neurones AGNRH. Donc, on va voir si l'activité de ces neurones est perturbée chez nos souris qui sont décalées. Donc, pour ça, on a utilisé le même protocole expérimental que précédemment. Et donc, le jour du pro-oestrus, c'est-à-dire le jour de l'ovulation, on a pu récupérer du coup le cerveau de ces animaux à différents temps horaires. Et nous, ce qu'on a réalisé, c'est de l'immunohistochimie pour voir si ces neurones étaient actifs ou non. Donc, très rapidement, on réalise des petites groupes ici de nos cerveaux et on va utiliser du coup un anticorps primaire qui est dirigé soit contre la protéine cis-peptine, soit contre la protéine RFRP pour savoir dans toute notre petite tranche où est-ce que sont localisés ces neurones à cis-peptine et ces neurones à RFRP. Donc, après, on utilise donc, des anticorps secondaires et puis une petite enzyme et une petite substance chimique qui fait que lorsque le neurone du coup, va exprimer cis-peptine ou la RFRP, ce neurone va être marqué ici en marron. Donc ça, c'est la première étape du protocole. La deuxième étape, c'est OK, on a localisé nos neurones à cis-peptine et nos neurones à RFRP, mais comment savoir si ces neurones sont activés? Eh bien, on va marquer une autre protéine, CFOS, qui caractérise du coup l'activité de ces cellules. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir obtenir ici ensuite, c'est qu'on va réaliser du coup un premier marquage où on va marquer donc soit la cis-peptine, soit la RFRP en marron, et on va marquer du coup ces fausses ici en bleu.
Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les neurones, les cellules qui expriment donc, à la fois soit la quispéptine, soit RFRP, et c'est fausse en même temps. Donc, sur cette image ici à gauche, on n'en voit pas. Alors qu'en revanche, si on regarde bien ici, ces petits neurones qui sont des neurones RFRP expriment ici ces fausses parce qu'on voit des petites taches bleues ici au niveau du noyau. Donc, ces expériences sont en cours, mais on va pouvoir ensuite, après avoir compté tous ces petits neurones, obtenir ce genre de graphique qui va nous permettre de comparer le pourcentage de neurones qui sont actifs chez les individus, enfin, chez les souris contrôle et chez les souris qui ont été décalées. Donc ça, c'est plus une partie un petit peu recherche fondamentale chez l'animal, mais on s'est dit aussi que ce serait sympa de voir ce qui se passait directement chez les femmes qui sont soumises du coup à ce travail en horaire décalé. Alors, c'est quand même un petit peu plus compliqué chez la femme d'aller récupérer les cerveaux et les ovaires, vous l'entendez. Donc, on a réfléchi à une technique un petit peu moins invasive et on s'est dit, tiens, si on veut étudier l'expression des gènes horloges mais plutôt en périphérie, quelles cellules est-ce qu'on peut récupérer assez facilement chez l'homme? Ce sont les cellules de la muqueuse buccale. Donc, on a mis en place un petit protocole où pendant toutes les 4 heures, pendant 24 heures, on va récupérer donc, les cellules muqueuses buccales, donc soit de femmes qui travaillent en horaire classique, soit de femmes qui travaillent de l'IMIS, et par la technique de RT-qPCR que maintenant vous devez tous connaître, on va récupérer du coup l'ARN de ces cellules, le rétrotranscrire en ADN complémentaire et l'amplifier pour pouvoir obtenir ici des rythmes d'expression de nos gènes horloges parce qu'on aura fait des prélèvements du coup toutes les 4 heures pendant 24 heures. Et là, pareil, on va devoir comparer les résultats que l'on obtient avant ou en conditions contrôle et après un travail en horaire décalé. Donc, ça vous montre en fait que finalement, dans un projet de recherche, on peut faire à la fois de la recherche vraiment plus fondamentale chez l'animal ou une recherche un petit peu plus clinique chez l'homme. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, merci beaucoup. Donc, pareil, comme d'habitude, on attendra pour les questions dans le chat s'il y en a. Et en attendant, est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Ouais, c'est juste par rapport à un petit point de ce que tu as abordé, Noémie, donc peut-être que c'est un peu plus loin du projet, mais tu disais du coup que, si j'ai bien compris, l'oscillation de dopamine et sérotonine, c'est variable en fonction du moment de la journée. Donc en gros, on est peut-être plus sensible, pour revenir sur ce que présentait Florian, à être addict à certaines choses le soir ou le matin. Oui, totalement. Mais tu peux le remarquer d'ailleurs chez les personnes qui sont addictes à certaines substances qu'elles vont plutôt consommer le soir, en fait, et pas forcément le matin. Et d'ailleurs, ça va décaler en plus de ça leur rythme. Donc oui, c'est vraiment un sujet qui est important, les rythmes et au niveau de la prise de drogue, voire de nourriture. Je pense que c'est pour ça que je demandais à Florian tout à l'heure s'il y avait eu des différences, notamment avec la prise alimentaire, parce que c'est quelque chose qui pourrait induire... Et du coup, avec la sérotonine, ça peut jouer aussi sur l'humeur. Oui, l'humeur n'est pas la même. Totalement. Et d'ailleurs, chez les gens qui sont un peu dépressifs, on remarque que dans la journée, on a des variations d'humeur assez grandes. Du coup, j'ai une question pour toi, Noémie. Oui. Vous avez plusieurs synchroniseurs. Oui. Et c'est une hypothèse, à l'heure actuelle, vous pensez que c'est le meilleur? C'est une très bonne question, parce que pour l'instant, en tout cas, j'ai mis mes synchroniseurs en fait pendant 12 heures, pendant toute la phase active, et je les retirés en fait le matin. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas forcément de différence pour l'instant dans la BNA. Le problème, c'est est-ce que vraiment c'est le synchroniseur ou c'est plutôt l'intensité du synchroniseur, la durée du synchroniseur. Donc c'est plutôt ça sur lequel on va jouer. Donc on va regarder si en restreignant en fait pendant juste 6 heures et pas 12 heures, on a plus ou moins d'influence. Et je pense que ça dépend plus de l'intensité du synchroniseur que finalement que ce soit la nourriture ou l'exercice. Je pense que ça va dépendre plutôt du moment à lequel on va le mettre et pendant combien de temps. Juste par rapport à ça, du coup, c'est la lumière pendant le synchroniseur. Oui. Du coup, au niveau des paramètres d'intensité, d'exposition, est-ce que tu vas le faire blanc? Alors pour l'instant, on n'a pas commencé ce protocole-là, mais dans l'idée, ce qu'on aimerait, c'est faire de la lumière. Donc, toujours la même, en fait, qu'on a dans nos salles d'expérimentation, une lumière blanche, mais les mettre pendant 2 heures le matin même, pour accentuer finalement ce contraste entre la nuit et le jour. Et on a différentes intensités qu'on voudrait tester. Donc, on voudrait commencer par des intensités plutôt basses, on va dire, 500 lux, ensuite 1000 lux,
et puis 5 minutes, qui sont toujours ce qui a été montré dans la littérature, qui n'induisent pas, bien évidemment, de dommages au niveau de la rétine des soins. Pour Marine, par rapport à ton projet, du coup, vous regardez surtout le LH. Est-ce qu'il y a d'autres hormones qui sont aussi avec cette population? Oui, alors pour l'instant, il y a juste un dosage de LH qui a été fait en fait chez ces animaux, mais on envisage aussi de doser la progestérone, de voir si c'est possible aussi de doser d'autres hormones, la testostérone et les œstrogènes, bien sûr. Mais ça n'a pas. Chez les mâles aussi? Non, uniquement, le projet là, est vraiment concentré uniquement chez les mâles. C'est peut-être relié aussi à la fertilité, etc., plus large que. Alors oui, il y a le fait de travailler en horaire décalé aussi a des conséquences sur la reproduction, sur le système reproducteur mâle, bien sûr. Mais là, c'est vraiment le mécanisme de l'ovulation qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a une part de psychologie dans les synchronisateurs? Enfin, surtout pour les humains. Oh bah oui, alors ça c'est sûr qu'il y a aussi cette histoire de quelque chose qui est aussi récompensant. Et notamment dans la libération que tu vas avoir, par exemple, tu vas faire du sport, tu vas avoir une libération d'endorphines, etc. Donc oui, il y a ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait parce que finalement, moi là, je travaille sur la synchronisation de la nourriture, mais ça reste de la nourriture normale. Quand tu fais de la nourriture comme du high-fat diet ou quand tu fais des régimes hypocaloriques, là, tu as une vraie synchronisation des horloges. Oui. Parce que, par exemple, un exemple très simple, le matin, pour le petit-déj, je ne me vois pas du tout manger une salade. Alors que le café, un jus d'orange, je suis motivé, ça me réveille, ça me. Bon, mis à part le côté caféine qui ne me permettra pas. Mais ça marche aussi avec une couche le matin et C'est vrai. Je pense qu'il y a une petite part de psychologie qui fait que. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. Et du coup, j'avais une deuxième question. Quand tu fais tes prélèvements tous les 4 heures, pendant 24 heures, est-ce que tu influes sur le rythme et du coup sur tout ça? Ou est-ce que c'est pas assez long dans le temps pour vraiment influencer? Alors du coup, là, le protocole n'est pas du tout encore mis en place. On n'a pas du tout commencé encore ces expérimentations chez l'homme. Mais on a dans l'idée que le prélèvement étant quand même assez rapide, assez succinct, il n'y a pas de là à ce que ça aille, que cette petite perturbation aille à déréguler l'horloge en périphérie. Ça devrait pas, normalement, ne devrait pas y avoir de soucis. D'autant plus que si on est dans la phase nuit, eh ben, ce prélèvement sera fait sans forcément allumer la lumière, en essayant de rester dans le noir le plus possible, par exemple. Je voulais juste savoir par rapport au critère d'inclusion des alimentaires, est-ce que du coup c'est des personnes qui ont un rythme déjà, du coup qui travaillent de nuit, certes, mais est-ce qu'elles ont déjà une perturbation au niveau justement de leur cycle ovarien ou pas, et est-ce que c'est des personnes qui doivent pas prendre la pilule, etc. Alors, du coup, c'est pareil, donc les critères ne sont pas encore non plus totalement définis, mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment des individus sains, donc sans du tout de pathologie endocrinienne ou de troubles de la fertilité non plus. Après, au niveau de la régularité des cycles, ça pourrait peut-être aussi être envisagé, quitte à faire des sous-groupes, mais oui, bien sûr, pas du tout de pathologie endocrinienne associée pour faire cette étude. Je ne sais pas si les statistiques sont suffisantes, mais vous avez montré du coup une oscillation sur 24 heures. Est-ce qu'il y a des oscillations au niveau toujours en synchronisation, je ne sais pas, par exemple, si on est exposé à une lumière bleue, combien de temps ça synchronise? Je ne sais pas trop. Alors, tu peux avoir. Alors, moi, comme je regarde en ex vivo, par exemple, sur mon abénula, j'ai des choses beaucoup plus longues. J'ai des choses sur 28 heures, tu vois. Mais normalement, dans le corps, ça reste synchronisé à 24 heures. C'est vraiment l'effet de la mise en culture et la robustesse ou pas de l'horloge qui va plutôt être associée à quelque chose de 28 heures ou de plus court. J'ai eu une abénula à 21 heures. mais ça, c'est pareil. C'est normalement, dans le corps, tu es censé avoir quelque chose de 24 heures parce que tu as ton cycle lumière-obscurité qui est quand même très présent et qui va influencer finalement beaucoup de choses. Après, ça dépend aussi de la fonction biologique. Par exemple, la reproduction saisonnière, là, le rythme est bien sûr supérieur à 24 heures. Alors, j'ai une question un peu con, c'est un peu spécifique. Est-ce que dans des personnes qui ont des milieux un peu extrêmes, où on a une très très longue période diurne ou nocturne, est-ce qu'on trouve des dépressions plus importantes ou des troubles de la fertilité? Alors, pour la dépression, en tout cas, totalement. Par exemple, tu vois des personnes qui habitent plus au nord
et qui vont avoir du coup des cycles soit très longs de jours, soit très courts de jours, et ben tu vas retrouver beaucoup plus de dépression chez ces personnes. Donc pour la reproduction, je ne sais pas. Et juste pour revenir là-dessus, effectivement, les gens, par exemple, qui habitent dans le sud de la France et qui viennent travailler dans le nord, par exemple, de la Lille ou autre, ils sont sujets à la dépression saisonnière. Non, mais c'est vrai, c'est Totalement. problématique. Oui, ouais, non, bien sûr. Sinon, j'ai une toute dernière question, c'est plutôt pour toi, Marine. Dans ton protocole, du coup, chez l'humain, tu comptes prendre des cellules de muqueuse buccale. Est-ce que ces cellules-là ne seraient pas plus affectées par le synchronisateur du coup, alimentaire plutôt que via de la lumière, même si en soi, le fait de travailler en horaire décalé, ça va dans tous les cas changer les habitudes alimentaires. Ouais, alors là, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le fait que la perturbation du cycle jour-nuit va donc avoir un effet sur l'horloge principale au niveau des noyaux suprachiasmatiques. Et si cette horloge est régulée, on suppose une dérégulation au niveau des horloges périphériques. Et vu que on ne peut pas prendre un autre organe finalement que ces cellules, on va voir ce qui se passe au niveau de ces cellules-ci. Après, tout ce qui est prise alimentaire, ça va plutôt avoir des conséquences directes vraiment sur plus le métabolisme et la fonction métabolique en général que vraiment sur les cellules de la muqueuse buccale. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions par hasard? Du coup, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut arrêter là. C'était cool, merci, c'était super intéressant.